Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonjour. Bienvenue sur ce webinaire organisé entre Finance Innovation et Kleinblue sur réinventer l'expérience utilisateur, bonne pratique UX/UI. Pour ceux qui ne connaissent pas Finance Innovation, je vais faire une brief intro sur ce qu'on fait. Donc Finance Innovation, on est un pôle de compétitivité mondiale et on accompagne aujourd'hui plus de 600 acteurs dans le domaine de la finance digitale, sur 7 thématiques métiers. Donc l'assurance, la banque, la gestion d'actifs, la gestion et la finance d'entreprise, l'immobilier, et une nouvelle branche qui a été ouverte en 2023, qui est la finance décentralisée Web3. Et aujourd'hui, on co-organise avec Kleinblue, qui est l'un de nos partenaires, cet événement. Et donc, je laisse la parole à Mansour pour présenter l'événement. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette table ronde qui va porter sur un sujet qui est aujourd'hui au cœur de tous les enjeux stratégiques dans les grandes entreprises, à savoir l'expérience utilisateur et plus largement l'expérience client. Donc l'objectif de ce webinaire, il est simple, c'est d'essayer de comprendre ensemble quels sont les enjeux et de vous partager des retours d'expérience, des bonnes pratiques et des convictions fortes. Avant de passer la parole à nos trois intervenants, je me permets de présenter rapidement Kleinblue. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Kleinblue, nous accompagnons des grandes entreprises dans leurs enjeux stratégiques liés à l'innovation. Donc on travaille avec une cinquantaine de clients, principalement opérant dans 4 secteurs, l'assurance, la banque, la santé et la mobilité. Et donc on accompagne ces grandes entreprises de 3 manières. Premièrement, avec une plateforme de veille et de sourcing qui permet de détecter les tendances et détecter les meilleures startups avec lesquelles collaborer. La deuxième brique de Kleinblue, c'est un accompagnement au travers de missions de conseil. Et la troisième brique, donc, c'est une bibliothèque d'études qu'on réalise chaque année, des études thématiques exclusives en lien avec l'innovation. Et donc, pour ce webinaire, 3 intervenantes. Je vous propose qu'on commence par un petit tour de table. Donc, mesdames, je vous laisse vous présenter et dire un mot sur vous, votre rôle, l'organisation dans laquelle vous travaillez, éventuellement votre parcours. Bonjour à tous, Françoise Ly. Moi, je suis donc directrice du digital au sein de la MGEN, qui appartient au groupe Vive. J'ai en tout une quinzaine d'expériences, dont une dizaine d'expériences dans le digital et la data. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour témoigner autour des pratiques et des avancées en la matière. Bonjour à tous, Alexandra Yanez, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je travaille chez Alliance Partners, je suis Head of Design Experience, Partnerships et Innovation à un niveau groupe. Je suis dans le groupe Alliance Partners depuis 2017 et j'ai notamment aussi au niveau de l'expérience client eu les fonctions de Chief Customer Officer pour le groupe Alliance Partners et précédemment des expériences très diverses dans les FMCG et bien évidemment dans les produits financiers. Et ravie également d'être avec vous. Donc Alexandra Dadian, moi je suis Chief Product Officer chez Leocare. Donc Leocare, c'est une néo-assurance qui couvre tous les besoins du foyer, 100% digital. Moi je suis chez Leocare depuis plus de 2 ans maintenant et avant ça j'étais chez Wacom. Et avant ça, j'ai été chez AXA. Donc, j'ai pu avoir une expérience grand groupe et scale-up. Voilà. Merci beaucoup. Ça va être particulièrement intéressant cet échange parce qu'on a 3 perspectives assez différentes. À la fois la perspective mutuelle santé avec MGEN, la perspective assister avec Alliance Partners et aussi la perspective scale-up, néo-assureur avec Leocare. Parmi nos spectateurs, j'imagine qu'il y a des profils aussi qui sont très variés et peut-être que certains ne sont pas familiers avec ces sujets d'UX et d'UI. C'est pourquoi je vous propose, avant de lancer la discussion, de vous présenter les enseignements clés pour poser le contexte et vous donner la perspective d'ensemble, les enseignements clés donc de l'étude réalisée par Kleinblue sur les sujets UX/UI, donc en 5 minutes top chrono. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui. Parfait. Donc, petit point de définition pour commencer. De quoi parle-t-on exactement quand on parle d'UX et d'UI ? Pour faire simple, l'UX, c'est la science de l'expérience globale d'utilisation d'un produit en s'intéressant aux besoins des utilisateurs, mais aussi à leurs habitudes, leurs attentes,
leur perception, leur ressenti, etc. Tandis que l'UI désigne plutôt les éléments visuels de design du produit, c'est-à-dire les boutons, les images, les couleurs, la mise en page, le texte, etc. Donc ce sont deux notions qui désignent des champs assez différents et des compétences différentes, mais ça reste quand même deux notions finalement qui sont complémentaires, voire indissociables. Pour construire un parcours utilisateur, voici 5 actions génériques qui relèvent à la fois de l'UX et de l'UI pour illustrer à quel point ces deux notions se complètent. Donc premièrement, la première étape, c'est la recherche utilisateur et on en parlera lors de cette discussion. L'objectif, c'est de mieux comprendre les besoins exprimés ou non par l'utilisateur. Ensuite, la définition de la stratégie et le cadrage avec la conception de schémas, de prototypes pour fabriquer le squelette du parcours ou du produit. Puis viennent les phases de conception d'interface, d'exécution et de testing itératif des parcours et des produits. Il faut vraiment imaginer ce processus-là comme une boucle, voilà, avec les étapes qui, dans la mesure où les parcours sont construits de manière itérative, voilà, faut imaginer ça un peu comme une boucle. Ce sujet de l'UX et de l'UI, selon nous, il est incontournable aujourd'hui, notamment dans le secteur de l'assurance et de la banque en 2023, pour 4 principales raisons. Et avec notre panel, on viendra un peu plus en détail sur les enjeux dans quelques minutes. Donc 4 macro-enjeux qu'on a mis en avant dans cette étude. Le premier, les exigences des clients évoluent. Aujourd'hui, les assurés ont des standards de plus en plus élevés en termes d'expérience digitale et les acteurs du digital, que ce soit les GAFAM, réseaux sociaux, néobanques, néo-assureurs, ne sont pas étrangers à l'émergence de ces nouveaux standards autour de la simplicité, la rapidité, la transparence, la fluidité, etc. Également, deuxième enjeu qui est lié, c'est l'émergence de nouveaux usages, avec le glissement depuis 5-10 ans d'une économie centrée sur la possession vers une économie centrée sur l'usage et également l'utilisation massive, de plus en plus massive, de nouveaux devices, par exemple le smartphone. Troisième enjeu, selon nous, le troisième enjeu, il est économique. L'UX et l'UI pouvant être de puissants leviers de développement commercial, de différenciation, de rétention client, de satisfaction client, etc. Et quatrième macro-enjeu, l'UX et l'UI, souvent combinés à des nouvelles technologies, peuvent être d'excellents moyens d'amélioration de l'efficience opérationnelle, avec des approches de self-care notamment. On reviendra sur cette notion de self-care durant la discussion. Pour conclure cette partie introductive, voici un aperçu de 30 bonnes pratiques concrètes à connaître absolument. Donc dans l'étude de Klein Blue, ces 30 bonnes pratiques, on les a illustrées avec des exemples tirés de 15 fintech et 15 insurtech européennes. Ces bonnes pratiques, on les a réparties en 6 catégories selon leur objectif principal. Donc, tout d'abord, tout ce qui concerne la facilité d'utilisation, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la simplification de l'interface pour les utilisateurs. Également, ce qui concerne l'interactivité, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques liées à la communication bilatérale entre un utilisateur et une marque. Ensuite, la gamification, c'est-à-dire l'utilisation de mécanismes de jeu pour accroître l'engagement client. Ensuite, tout ce qui a trait à l'utilisation, à la connaissance des émotions et de la psychologie de l'utilisateur appliquée au design. Ensuite, la pédagogie pour permettre à l'utilisateur tout simplement de mieux comprendre le produit ou le service auquel il a souscrit. Et ensuite, le design, c'est-à-dire les éléments esthétiques visuels, donc qui relèvent de lui, inhérents à l'interface utilisateur. On voici rapidement quelques illustrations. Par exemple, nous avons analysé les parcours de remboursement d'Alan. Donc là, l'image que vous voyez, c'est vraiment à ça que ressemble l'espace client d'Alan, avec donc des analyses des éléments visuels et aussi une analyse du sous-jacent technologique, en l'occurrence pour Alan, ce qui leur permet de proposer un parcours de remboursement aussi fluide, c'est la technologie, c'est l'IA, le document processing. Autre exemple, cette fois-ci lié à la
la pédagogie autour de la lisibilité des contrats. On a analysé l'évolution du design des conditions générales de contrats proposés par Wacom. Et dernier exemple, on a analysé par exemple les parcours de souscription conversationnelle de la néobanque Greengot en mettant en avant les partis pris de Greengot en matière de tonalité, en matière de communication et de simplicité avec ses utilisateurs. Des analyses de cas d'usage comme ça, il y en a une trentaine dans l'étude complète. Donc si vous souhaitez avoir un accès à l'étude complète avec l'analyse des 30 cas d'usage, un lien figure en commentaire et en description. Et donc, retour sur cette table ronde. Donc, cette table ronde, on l'a imaginée en 3 temps. Parce que l'idée, c'est de vous apporter des éléments de réponse à la fois sur les enjeux, les bonnes pratiques, et également sur le futur, avec une vision un peu plus prospective, le futur à horizon 5-10 ans pour l'expérience client dans le secteur de l'assurance. Et donc, je me tourne vers notre panel pour la première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les enjeux pour vous, chez vous, de l'expérience client et pourquoi c'est un sujet qui est important chez vous? Eh bien, écoutez, comme l'a dit Mansour, effectivement, on parle de plus en plus d'expérience client et clairement, l'expérience utilisateur dans les parcours est un, comment dire, une preuve tangible de cette expérience et qui s'inscrit dans un contexte plus omnicanal. Ce qu'on observe depuis quelque temps, c'est bien évidemment que les nouveaux standards apportés par les acteurs qui sont nés purement du digital viennent bousculer un petit peu les habitudes. Les clients sont de plus en plus appétents, et notamment les jeunes générations au tout digital. Donc, quand on est effectivement une entreprise qui n'est pas née du digital, tout le sujet consiste à concevoir de manière la plus simple et fluide possible cette juxtaposition entre expérience physique et expérience digitale. Et de faire en sorte que tout ça se fasse de manière assez simple, sans friction, et de manière cohérente pour l'utilisateur. Et donc, ce qui est aussi nouveau pour un assureur, une mutuelle comme la nôtre, c'est que du coup, il faut davantage prendre en considération dans notre stratégie et dans nos feuilles de route le parcours client, ce que vit le client, aussi bien dans des expériences en agence, au téléphone qu'en digital, et que du coup, on doit de plus en plus prendre en compte cette fluidité, et que ce qui est intéressant dans le digital, c'est que le digital apporte finalement des insights data, de comportement, d'utilisation des parcours, etc. Et que toute cette matière, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser pour aller analyser finalement ce qui peut irriter le client, là où il peut y avoir des zones d'incompréhension, des zones de friction, des zones de rupture. Et toute cette data peut permettre aussi du coup d'aller plus loin dans la conception et dans le renforcement de la fluidité de ces parcours, pour faire en sorte que du coup on ait une expérience qui semble unifiée et très cohérente. Et donc, nous, à la MGEN, nos grands enjeux autour de l'expérience client, c'est déjà de faire prendre conscience que ces enjeux sont aussi importants que finalement une stratégie classique d'assurance, et qu'elle fait vraiment partie intégrante de la stratégie globale. Désormais, on ne peut pas faire sans. Et que pour ce faire, il faut aussi du coup s'équiper de méthodes qui ont déjà peut-être été éprouvées dans des startups ou des groupes de petite taille qui sont nés dans un temps plus contemporain, avec du coup déjà des enjeux de ce type. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir infuser ces méthodes dans une grande entreprise de grande taille, parce que MGEN, c'est quand même 10 000 salariés. Alors, il y a 5 000 côté assurance et 5 000 côté parcours de soins, dans un grand groupe de 35 000 personnes qui est le groupe Vive. Et donc, le grand enjeu, c'est qu'une fois qu'on a fait prendre conscience de ce nouvel incontournable, comment on fait pour infuser les méthodes et comment on fait pour que finalement, by design, lorsqu'on conçoit un parcours omnicanal, tous ces réflexes soient bien là et fassent partie intégrante de notre processus de fabrication. Parfait, merci beaucoup. On reviendra dans quelques minutes sur les méthodes pour en savoir un peu plus, pour voir comment ça se concrétise de votre côté.
Alexandra, côté Léocare, vous qui êtes du coup une entreprise née du digital, Oui. pour vous, quels sont les enjeux? Oui, pour rebondir sur ce que disait Françoise, c'est vrai que du coup, Léocare a été conçu pour s'adapter aux nouveaux usages de consommation. On est né digital, on est même né mobile first. À la base, Léocare avait une app, était vraiment mobile first, puis maintenant on a un site web. Et du coup, c'est sûr que l'expérience utilisateur, pour nous, c'est clé dans notre stratégie depuis le début. Et donc, bien sûr, vous connaissez tous les nouveaux contextes sociétaux, mais donc nous, on les a regardés d'un petit peu plus près. Il y a on le sait, un taux d'équipement digital qui est de plus en plus important, un taux d'équipement sur smartphone qui croît de plus en plus, des changements de vie personnelle aussi de plus en plus nombreux, liés à la flexibilité professionnelle, liés à la flexibilité du foyer, aussi des habitudes d'achat. On sait que depuis le Covid, le e-commerce est vraiment ancré dans nos habitudes, et même on va au-delà du e-commerce. Maintenant, on entend parler du quick commerce. On veut une livraison dans les 24 heures. Donc tout ça pour dire qu'en gros, il y a toujours plus d'impatience, d'exigence du client, et que maintenant, ça ne concerne plus uniquement les jeunes, la génération Y, mais même les seniors y sont. Donc quand on regarde tous ces contextes-là, on se dit évidemment, ça crée de nouvelles attentes pour l'expérience client. Et donc, nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait effectivement une expérience client qui soit toujours plus rapide. C'est ce que dit très bien l'étude, la rapidité, la réactivité. Ce qu'on a vu, nous, dans nos études clients, c'est qu'aussi, ils veulent de la rapidité, de la réactivité, et que finalement, il y a un mix intéressant entre le digital et l'humain. En fait, ce que nous disent nos clients, c'est que par exemple, pour des changements dans la vie de leur contrat, des changements, je veux changer mon adresse postale, des choses comme ça, le digital leur va très bien, ils veulent de l'autonomie. Par contre, dans des moments de souffrance, comme au moment d'un sinistre, etc., ils veulent effectivement de l'humain. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est ce mix, vraiment une expérience client qui doit répondre à chaque moment, effectivement, à ces problèmes. Et ce qu'on a vu, on voit qu'il y a beaucoup de changements les changements de vie professionnels et personnels sont plus fréquents. Donc, nous, chez Léocare aussi, on est en train de vraiment réfléchir à comment apporter plus de flexibilité à nos clients. Vraiment s'adapter à leur changement de vie, changement d'usage, comme un on-off, finalement, ils puissent tout activer, désactiver très rapidement. Donc, nous, voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment au cœur de notre stratégie. Et je trouve que l'étude le dit bien, les enjeux de l'expérience client, c'est oui, pour faire de l'acquisition, pour aller chercher de nouveaux clients, pour les retenir, faire de la rétention, parce qu'ils sont bien chez nous, ils ont du confort, ils ont de la flexibilité, etc. Et aussi, c'était intéressant, l'optimisation opérationnelle. Nous, on joue beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que on donne de l'autonomie à notre client, comme il a une expérience utilisateur fluide, il peut faire des choses tout seul, il est autonome, et en même temps, ça va décharger notre service client, puisque ça déporte des tâches à base de valeur ajoutée du service client vers le client lui-même. Donc finalement, tous ces enjeux, ils sont multiples, et je trouve que l'étude le dit bien, acquisition, rétention, optimisation opérationnelle, voilà. Merci beaucoup Alexandra. Alexandra, côté Alliance Partners, quelles sont vos perspectives quel est votre regard sur la question? Oui, alors nous peut-être sommes un acteur plus traditionnel, et effectivement le groupe Alliance a fait d'énormes bonds en avant en ce qui concerne la digitalisation de ces offres. J'aimerais moi faire écho à quelques propos de Françoise et Alexandra qui sont très très justes, à la fois sur la partie omnicanalité et sur l'importance de l'humain aussi dans un mix de relations avec le digital et l'humain. Alors pour moi, vraiment, le succès d'une stratégie omnicanale et ses impacts sur une expérience utilisateur fluide, homogène et cohérente repose vraiment sur une interopérabilité des systèmes, ainsi qu'une collecte des données efficaces pour mieux comprendre les comportements utilisateurs et personnaliser les interactions. Alors, le plus grand défi, à mon sens, en tant qu'acteur du digital aussi, est certainement la synchronisation de ces systèmes. En particulier dans le cadre d'une expérience pensée, dans sa grande majorité via un parcours digital, mais qui nécessite à certains instants une intervention humaine,
une expérience offline afin de rassurer le client et permettre une expérience de qualité. Alors, chez Alliance Partners, nous lançons une nouvelle expérience voyage, un accompagnement autour des risques cyber via des propositions de services numériques et de nouveaux services liés à la vie quotidienne sous la marque Alice by Alliance. Notre expérience se veut vraiment quasi exclusivement digitale, personnalisée et proactive. Cependant, nous sommes confrontés à la complexité de l'interopérabilité et la synchronisation des systèmes que j'ai mentionné précédemment. Alors, notamment interne, mais également externe. Car via ces nouvelles offres, nous faisons appel à des services et des solutions tiers de partenaires, gérant eux-mêmes un flux de données qui nous doit nous être retransmis et traité quasi en temps réel. Donc, il est vraiment indispensable dans ce contexte d'utiliser des API permettant de synchroniser les informations entre les systèmes et les canaux, mais aussi et surtout nous assurer de SLA stricts. En effet, nous devons être capables de digérer en temps réel ces informations afin de pouvoir assister le client via un canal prioritairement digital, certes, mais dans une problématique particulière à un instant T. Alors notamment dans le cas de retard de vol, par exemple, mais également dans le cadre de cette fameuse expérience offline via l'utilisation à venir de nos plateaux d'assistance et services clients. Alors pour ce Customer Care offline d'une expérience 100% digitale, nous devons ainsi nous assurer non seulement de l'instantanéité et de la justesse des informations traitées et fournies par nos partenaires, mais aussi de l'accessibilité de ces données par nos agents, et la transformation de celle-ci en recommandations pertinentes pour le client. Donc, cela nécessite évidemment une exigence particulière sur cette notion d'interopérabilité des systèmes, respect des SLA et puis bien évidemment une très bonne formation et agilité de nos agents. Et puis, j'aimerais mentionner un deuxième point qui concerne, à mon sens, un enjeu critique, mais que nous partageons tous aujourd'hui, qui est la gestion du consentement et la sécurisation des données. Une évidence aujourd'hui dans la construction de la relation client, mais qui reste une problématique de taille dans l'UX, parce qu'elle nécessite une conception vraiment centrée sur la sécurité, avec par exemple intégration des mesures de sécurité dès la phase de conception de l'expérience utilisateur, afin de rendre les interactions plus sûres, sans pour autant compromettre la convivialité. Et c'est là tout l'enjeu aussi de cette problématique. Alors, nous, on a un exemple chez Alliance Partners, on distribue nos plateformes au niveau international et majoritairement européen. Et on a un exemple avec les contraintes de double consentement en Allemagne, où la transformation d'une forte contrainte réglementaire en une expérience fluide requiert une prise en compte du consentement au moment les plus opportuns du parcours client. Alors, cette contrainte peut se transformer en une occasion de revérifier les informations clients et mieux comprendre ses besoins pour une expérience plus transparente et basée sur la confiance. Et puis enfin, et je terminerai là-dessus, une communication claire et une facilité d'accès à la politique de confidentialité, de stockage, d'utilisation des données, ainsi qu'un contrôle et un paramétrage en quelques clics des options de confidentialité par le client que nous gérons via un compte client et un centre de notification sont absolument primordiaux dans cette expérience client. Parfait, merci beaucoup. Bon, on a abordé des points très intéressants. Pour les spectateurs, je vois qu'il y a pas mal de spectateurs, si vous avez des réactions ou des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on les prendra à la fin. Maintenant qu'on a un peu posé le contexte et qu'on a parlé un peu des enjeux dans votre perspective, aujourd'hui, quel retour d'expérience vous pourriez nous faire sur les initiatives UX, UI que vous avez pu mener et quelles bonnes pratiques vous pourriez nous partager? Si vous voulez. Oui, alors avec plaisir pour vous partager quelques bonnes pratiques qu'on a mises en place chez LeoCare. Donc nous, en fait, alors le client, on le met au centre depuis le début chez LeoCare, et depuis 2 ans, on s'est mis à la la philosophie Lean. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Donc en fait, le Lean, c'est plein de choses, mais c'est notamment mettre le client au centre de tout
et que tout parte des problèmes clients. En fait, dès qu'on a un problème client, on est content, entre guillemets, parce qu'on a de la matière à travailler et puis on va pouvoir lui trouver une solution. Donc nous, voilà, tout va partir d'un problème, d'un besoin client. Donc je voulais juste vous parler de nous, comment est-ce qu'on, chez LeoCare, le life cycle d'une feature, c'est-à-dire que voilà, comment on fait pour partir d'un problème client, qui est notre point de départ, et comment on amène ça à une fonctionnalité, enfin une évolution UX UI. Voilà. Donc, comme je vous dis, tout part du problème du client. Et donc, on a 3 phases. Première phase, ce qu'on a appelé chez nous la value analysis. Donc, le terme Lean qu'on emploie à ce moment-là, c'est le Gemba. Il y a plein de termes japonais. Ça veut dire observation. Donc, en fait, on part vraiment de l'observation. On va observer le client. On va l'écouter. Donc là, il y a plusieurs choses qu'on fait, nous, de manière très concrète chez LeoCare. L'équipe produit et design, chaque semaine, s'installe, ça fait vraiment partie de nos rituels, on s'installe au service client, on écoute, alors soit on fait des doubles écoutes, soit on se met à côté du conseiller pour lire les chats, les messages. Donc on est vraiment au service client, vraiment à écouter le client, comprendre son problème, voir ce qui va pas. L'équipe produit et design aussi appelle elle-même les clients. Donc ça, c'est très important. Nous, on est une boîte B2C. C'est vraiment important d'être au contact de nos clients, vraiment les product managers et les UX, UI designers. Donc ça aussi, ça fait partie de nos rituels. Tous les mois, on appelle des clients en direct. Donc voilà, on a aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle solution, c'est l'entreprise Scribe qu'on aime bien, qui permet de faire du micro-sondage in-app aussi, qu'on utilise pour écouter notre client. C'est sous forme conversationnelle, un peu comme une bulle WhatsApp. On vient poser des questions de manière assez naturelle dans le parcours client, et donc soit dans le parcours d'acquisition, soit plus tard dans la vie du contrat. Et donc là, on peut poser des questions un peu contextuelles à notre client. Est-ce que tu as aimé est-ce que tout ton téléchargement de tes documents s'est bien passé, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Je pense que vous connaissez aussi toutes ces méthodes, tous ces outils d'A/B test, bien sûr, avec A/B Testy. Testapic nous permet de faire des interviews utilisateurs. On écoute beaucoup aussi tous les commentaires sur Trustpilot, sur les stores, en fait, tous les commentaires. Donc voilà, bref, on se nourrit vraiment de tout ça, et c'est vraiment notre point de départ, c'est notre première étape, value analysis. Et une fois qu'on a tous ces problèmes, ce qui est très important, et comme l'a dit Françoise aussi, c'est la data, c'est de dire, il y a un problème client, mais à quel point, nous on utilise la méthode RICE là-dessus, le reach et l'impact. Est-ce que ce problème client, il touche une petite minorité de notre base, ou est-ce que c'est un problème qui touche une audience plus large? Donc ça, cette méthode RICE nous permet après de prioriser ces problèmes qu'on a pu collecter. Et là, on passe ensuite dans la deuxième phase, qui s'appelle chez nous le solution design. Donc, on a priorisé le problème, on sait que c'est important, et on va rentrer dans une phase de trouver la conception de la solution. Donc là, on co-construit. Ce qu'on aime bien faire, et ce qu'on trouve qui marche assez bien, c'est qu'on on n'est pas seulement le product manager et le designer à trouver la solution, en fait, pour faire évoluer nos écrans, etc. En fait, on met autour de la table souvent une personne du service client, une personne du marketing, une personne parfois même juridique qui vient avec ses contraintes réglementaires, un développeur bien sûr. Et là, on co-construit la solution à plusieurs. Ce qui est bien, c'est que du coup, on a les contraintes de chacun, et donc on aime bien. Alors d'abord, il y a une phase d'ouverture des chakras où on réfléchit à la solution, puis après on y ajoute les contraintes. Ce qu'on aime bien faire aussi, c'est on étudie, je pense qu'on le fait tous, on regarde ce qu'on appelle les biais cognitifs. En termes de best practice aussi, on aime bien regarder les biais cognitifs et regarder comment est-ce qu'on pourrait effectivement tenter de répondre au mieux aux attentes des clients en termes d'expérience client. Donc, je vais pas rentrer peut-être trop dans le détail, mais voilà, tout ce qui est avoir des CTA sticky, ce qu'on appelle aussi l'effet du gradient, c'est que le client il aime bien avoir une barre de progression, comme ça il voit où il en est, et puis dès qu'il se rapproche du but, il accélère, il est plus motivé. Bon, donc ça aussi c'est une autre technique qu'on utilise et qu'on aime bien. Et voilà. Et après effectivement,
Il y a le cycle, le troisième cycle qu'on appelle delivery. Donc là, on va plus être dans l'UX UI puisqu'elle a déjà été faite. On rentre dans le delivery. Et après, ce qui est très important, c'est le suivi de la performance, la data, qui va nous permettre de voir si oui ou non on a apporté du gain à notre utilisateur. Est-ce qu'on a apporté, est-ce qu'on a pu vraiment avoir un meilleur taux de conversion, par exemple? Est-ce qu'on a augmenté notre satisfaction client? Et ça, c'est vraiment très important. On s'arrête pas juste à on livre notre feature et puis c'est fini, quoi. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour vous raconter nos pratiques chez Leoker. Et avec plaisir pour répondre à certaines questions s'il y en a après. Très intéressant. Je vois qu'on a déjà des questions sur le chat. On les prendra tout à l'heure. Françoise ou Alexandra, est-ce que vous voulez vous partager des bonnes pratiques dans votre perspective? Oui, tout à fait. Alors, nous, du côté de Alliance Partners, alors c'est vrai qu'on est un très grand groupe, adossé à un grand groupe Alliance, effectivement, avec tous les process et la qualité de ces process que l'on connaît. Et tout l'enjeu pour nous aussi, c'est d'être le plus agile. Donc, on parlait tout à l'heure de voilà comment adopter des pratiques agiles, plutôt de pure player aussi, et les intégrer au mieux dans notre organisation. Alors, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, chez Alliance Partners, en fait, nous avons une structuration des équipes qui, je pense, nous permet vraiment de saisir le maximum de ces opportunités, puisque l'expérience client et les experts UX ont été rassemblés dans une seule et même équipe qui soutient de façon transverse l'ensemble de nos métiers. Donc, cela reflète une vraie volonté de notre groupe d'uniformiser les pratiques UX et l'expérience digitale, et particulièrement sur nos nouvelles propositions de valeur à Lise. Alors, la difficulté quand même réside dans le fait que chaque ligne de métier se doit de construire sa proposition en verticale. Et mes équipes doivent anticiper et conceptualiser une transversalité et une cohérence de cette expérience afin de pouvoir connecter les verticales de la façon la plus optimale possible dans un seul et même parcours client dès lors que nous connectons techniquement, on va dire, une nouvelle verticale dans notre proposition. Alors, il y a des choses qui sont absolument indispensables pour faire en sorte que tout cela fonctionne bien et soit le plus fluide possible pour l'utilisateur final qui utilise nos apps ou nos sites web. Et cela passe vraiment par la construction d'une seule expérience de marque, un seul compte client et des parcours uniformisés et cohérents, mais également des business models alignés. Alors, sur le principe, rien de plus logique, mais dans les faits, c'est une toute autre histoire. Donc, les experts UX, content, brand et parcours client, hein, donc qui font partie de mes équipes, doivent vraiment s'aligner avec chaque product owner, chaque équipe digital delivery et les métiers, afin de s'assurer d'un développement coordonné de ces plateformes. Alors, bien que complexe, cette organisation nous permet toutefois une rapide mise sur le marché, une approche test and learn et vraiment une optimisation continue de l'expérience. Et puis, il y a un deuxième point que sur lesquels j'aimerais revenir, hein, qui faisait partie de votre étude en termes de bonnes pratiques. Alors, j'espère que cela aussi devient une bonne pratique chez nous, hein. Il s'agit de l'application de services tout en un. Donc, qui ont vraiment pour objectif de faciliter l'utilisation, l'ergonomie de la navigation et bien sûr favoriser la mise à disposition d'un ensemble de services pertinents pour le client. Alors, c'est sur quoi nous travaillons chez Alliance Partners avec Alice, donc l'intégration d'assurances et de services autour du voyage, de l'habitat, de la santé, des services numériques et le développement d'une expérience uniforme au travers de tous ces différents univers. Alors, l'un de nos enjeux majeurs, vraiment, est de permettre une navigation intuitive, de permettre aux clients de s'orienter aisément dans ces univers et ainsi de comprendre de façon claire comment nos offres s'articulent. Et ceci seulement en quelques tapes ou clics dans l'application.
Donc nous, en fait, en termes de bonnes pratiques, nous essayons de regrouper les services et assurances dans des univers organisés, complémentaires, avec un design minimaliste et présentation du bénéfice client le plus simplement possible. Alors, in fine, le compte client apparaît vraiment comme un pivot, puisqu'il est identique pour l'ensemble de nos verticales en interne, on va dire, mais qui permet de connecter ces univers pour l'expérience utilisateur et qui fera en sorte de débloquer ces différents univers en fonction des souscriptions du client final. Il permet d'enregistrer les accès, les configurations choisies par le client en un seul endroit. Et donc nous permet de connecter uniformément nos verticales et nos différents assets digitaux, que ce soit le web, l'app, pour une expérience optimale. Très bien, très intéressant ces ressources sur l'omnicanalité, sur le fait de proposer des parcours les plus fluides possibles et les plus unifiés possibles. Françoise, je me tourne vers vous. Ouais, je rebondis sur quelques points évoqués par Alexandra et je partage effectivement le challenge de finalement conjuguer aspect time to market et donc voilà la course au delivery, d'arriver à produire du coup ces fameuses verticales, tout en anticipant finalement une cohérence de parcours transverse qui donne du sens au produit et qui donne une cohérence au produit, de sorte à avoir finalement le meilleur ROI au bon moment. Ça, c'est tout un challenge et effectivement d'arriver à articuler tout ça, c'est effectivement notre pain quotidien. Donc je me suis pas mal reconnue dans cette partie-là, aussi bien que dans la partie finalement que les espaces personnels ou en tout cas toutes ces portes d'entrée, on va dire assez massives d'un point de vue trafic pour nos clients adhérents. Donc sont des clés de voûte clés où finalement effectivement on va aller synchroniser différents enjeux business et du coup il faut absolument que ces parcours soient simples et fluides, qu'ils soient maintenables dans le temps et qu'ils du coup permettent du coup de générer de la valeur pour les verticales le plus rapidement possible. Et donc à cette fin-là, nous on travaille par exemple typiquement d'un point de vue UX/UI sur des notions de design system et de components, enfin de composants IT qui sont on va dire génériques, de sorte à avoir des parcours qui soient du coup industrialisés. Et de faire en sorte que dès lors qu'on fait finalement une mise à jour d'une certaine brique fonctionnelle, effectivement, on le fait de manière assez systémique. En tout cas, c'est l'objectif qu'on se donne, de sorte à effectivement réduire les coûts par parcours et faire en sorte qu'on mutualise aussi un certain nombre de principes. Après, en matière de best practice, alors il y a quelques pratiques effectivement qu'évoquait Alexandra côté Leocare que je partage aussi, avec notamment l'outillage pour pouvoir systématiser les tests utilisateurs, aussi bien d'un point de vue qualitatif que quantitatif. Alors nous, côté MGN, on a la chance d'avoir en fait au côté marketing pas mal de panels quanti, avec historiquement beaucoup d'enseignants qui sont très, on va dire, appétents aux questionnaires, etc., au baromètre aussi bien, on va dire, classique que parfois des aussi questionnaires à chaud sur des parcours. Donc ça, on l'utilise de plus en plus et on le systématise. La nouveauté qu'on pousse aussi depuis cette année, c'est que, étant donné effectivement que l'ère de la guerre, quand même, c'est les contraintes sur les ressources rares et clés, qui sont notamment côté pôle UX, parce que tout comme Alexandra, effectivement, on a un petit pôle UX transverse qui travaille pour le compte de l'ensemble des projets. Eh bien, on s'est mis dans une perspective de vraiment former les PO à la facilitation sur des ateliers de type design thinking, design sprint et aussi techniques d'émergence et de phase de ce que Alexandra côté Leocare appelait value analysis, donc qui est toute une phase qui consiste finalement à la fois poser la problématique, quel est vraiment le besoin métier, quels sont les enjeux, quels sont finalement les insights data qui vont permettre finalement d'aller poser le contexte de manière ancrée, de manière très concrète, et quels sont finalement les KPIs qu'on va aller regarder, qu'on va aller optimiser, ceux qu'on va effectivement ignorer parce qu'effectivement c'est un épiphénomène, ceux qui au contraire dès lors que on va leverager, on va dire mettre des leviers pour pouvoir adresser le sujet, alors ça aura un impact direct assez significatif. Et donc en fait cette phase est clé, c'est vraiment la phase
que globalement on appelle, nous en interne, maturation dans un framework safe, ou plutôt UX research, hein, qui sont fondamentales pour et qui font partie intégrante de cette partie UX, et qui nous permettent d'avancer. Et effectivement, la nouveauté, c'est que aujourd'hui, on compte aussi sur nos PO, hein, pour aider à cette phase amont, à faciliter. Ils sont aussi bien présents sur le delivery avec la DSI, l'IT, sur les pizza teams, que en amont pour justement défricher les sujets et s'assurer que du coup on adresse la bonne problématique avec la bonne solution. Deuxième point, c'est que du coup aussi d'un point de vue delivery, tout cela finalement on doit pouvoir l'adresser en amélioration continue, et du coup effectivement on doit pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, hein, ce que disait Alexandra côté Alliance, c'est on doit pouvoir fluidifier et être assez facilitateur sur finalement un produit au long cours, hein, avec finalement peut-être dans un premier temps des enjeux de ROI, hein, donc peut-être au début axer plutôt l'enjeu sur la verticale métier, hein, c'est quoi vraiment le sujet métier qu'on adresse. Et puis, progressivement, pouvoir aussi avoir de la bande passante pour gérer la fluidité du parcours et faire en sorte que, du coup, cette problématique verticale métier s'intègre bien dans un parcours cohérent qui se tient de bout en bout, parce que c'est ça que va voir le client finalement, c'est la perception, hein, telle que tu le citais dans la définition de l'expérience, cette perception finale qui va être entre guillemets le juge de paix et qui va finalement qui va quelque part dire si un MGVN, un Alliance ou un Léocare par exemple sont satisfaisants d'un point de vue expérience client. Donc, c'est aussi important de pouvoir l'articuler, de pouvoir le faire comprendre en interne, parce que bien évidemment, la partie parcours client peut paraître parfois secondaire, hein, par rapport à des enjeux métiers forts, mais en fait, les deux sont complémentaires et il faut qu'ils cohabitent. Et puis du coup, au dernier point, hein, c'est que du coup, on travaille de plus en plus avec le marketing pour vraiment accentuer l'aspect discovery et UX research. L'idée étant vraiment de rendre analytique le volet marketing des parcours, parce que par exemple pour avoir fait du digital depuis des années, hein, et même voilà au tout début, il y a voilà dans les années plus de 2010, il y avait un aspect j'aime pas, un aspect très marketing un peu à la papa. Qui c'était des mécanismes avec lesquels on décidait effectivement de designer un parcours de telle ou telle manière. Aujourd'hui, il n'en est plus rien, hein, dans un monde qui utilise de plus en plus l'IA. Il faut effectivement intégrer la data, industrialiser aussi le fait que la data fait partie intégrante de la phase de conception, et c'est de faire parler la data de sorte à vraiment avoir les bons insights clients et ne plus rentrer dans effectivement des conflits internes, et désiloter finalement cette partie-là et pour lequel finalement la voix du client est un peu prédominante et clé pour la réussite et le succès du parcours. Merci beaucoup pour ces réponses très intéressantes. Je note que le dénominateur commun dans toutes les bonnes pratiques que vous avez partagées, c'est le côté centré sur le client, customer centric, l'utilisation de la data comme levier, également l'organisation interne comme levier de customer centricity. Donc très intéressant. Et pour la dernière question, avant de passer aux questions du chat, selon vous, disons à horizon 2030, quel sera le futur? Quels sont les éléments qui vont être importants à prendre en compte dans le futur de l'expérience client? Alors, de mon côté, je serais peut-être un peu moins ambitieuse à 2030, mais plutôt ancrée dans une réalité à un petit peu plus court terme, à moyen terme. Des futurs pour l'expérience client, il y en a énormément. Il y a beaucoup d'enjeux importants et à prendre en compte. Alors effectivement, quand on a préparé ce webinaire, c'était complexe de pouvoir identifier vraiment un élément particulier. Mais j'aimerais mettre en avant l'accessibilité des parcours digitaux. Puisque c'est un enjeu de très très grande importance au sein du groupe Alliance et donc sur tous les efforts que nous faisons sur les plateformes que j'ai mentionnées précédemment. En effet, l'accessibilité UX est vraiment cruciale pour garantir une expérience inclusive, hein, pour tous les utilisateurs, notamment ceux avec des besoins spécifiques.
Alors, cette notion d'accessibilité n'est pas propre aux assureurs, mais vraiment, à l'instar des pure players, les acteurs historiques de l'assurance et de l'assistance, en ce qui nous concerne, doivent, dans la digitalisation de leurs offres et de leurs services, adopter au plus vite ces bonnes pratiques digitales. Et ce, bien au-delà, je dirais simplement de l'adhérence aux simples contraintes réglementaires. Alors, cette approche est fort heureusement totalement intégrée dans notre stratégie RSE chez Alliance Partners et dans le développement de nos nouvelles plateformes de services et prend en compte des éléments tels que, par exemple, l'accessibilité aux malvoyants et non-voyants. Alors, en effet, les utilisateurs malvoyants dépendent souvent de lecteurs d'écran pour naviguer sur les sites. Donc, il est vraiment essentiel que nos développeurs web utilisent des balises appropriées, des descriptions d'images, une structure logique pour permettre une lecture précise par ces lecteurs d'écran. Alors, bien évidemment aussi, il s'agit de mettre en avant une navigation intuitive, puisque plus elle est claire et logique, plus cela sera aisé pour toutes les technologies d'assistance vraiment de naviguer sur ces sites et de permettre cette meilleure accessibilité. Alors, ça passe par des menus déroulants clairs, des liens distincts, un séquençage et une organisation cohérente du contenu qui vraiment facilite cette navigation. Et puis, bien évidemment, cela permet une vraie performance des sites et une compatibilité des lecteurs d'écran mentionnés plus tôt. Et d'autres technologies d'assistance telles que les navigateurs vocaux pour garantir cette expérience sans accroc, on l'espère, pour tous. Il y a aussi le point du contraste et de la lisibilité. Donc, nous aussi, on fait très attention et on essaie d'optimiser au maximum au fur et à mesure tout ce qui est choix de couleurs, de contraste pour garantir une lisibilité maximale. Et puis enfin, on a également conscience de faciliter l'accès pour toutes les personnes atteintes aussi de handicap moteur. Donc là, ça va un petit peu plus loin quand même dans la réflexion. On est en train de mûrir cela. Mais c'est vraiment une conception qui doit prendre en compte les besoins particuliers de ces utilisateurs ayant des limitations motrices et proposer ainsi des alternatives aux interactions basées sur le geste et par exemple en offrant des options de navigation clavier. Voilà, quasi systématique. Alors, donc, effectivement, chez Alliance Partners, nous attachons une attention particulière à la conformité de nos sites et des applis avec les normes en vigueur. Et pour ce faire, nous procédons à des audits réguliers de nos parcours digitaux afin de comprendre les points de blocage éventuels et bien sûr dans une optique d'améliorer constamment l'expérience. Nous réfléchissons également à un partage de l'état d'accessibilité de nos sites dans nos expériences afin de permettre une plus grande transparence pour nos usagers et les orienter vers un support client complémentaire si nécessaire. Et ainsi, nous ciblons une adhérence optimale aux Web Content Accessibility Guidelines, qui sont des standards internationaux d'accessibilité du web, d'ici 2025, donc vraiment avec un horizon relativement proche, en alignement bien sûr avec les standards européens et ainsi fournir une grande ergonomie et une qualité d'accès pour ces populations cibles. Merci beaucoup. L'accessibilité, Françoise? Ouais, je partage l'enjeu d'accessibilité, effectivement. Après, à horizon plus lointain, je pense qu'on peut citer ce qui s'est un peu passé cette année, avec le phénomène ChatGPT, qui a fait beaucoup parler de lui, qui a fait que effectivement il y a une nouvelle phase d'innovation autour de la conversation, autour du langage naturel, qui arrive à un niveau de maturité inédit, qui va sans doute rebattre les cartes sur l'expérience client. L'IA a déjà fait parler d'elle il y a depuis 5 ans avec l'explosion du machine learning, deep learning, et a déjà eu des effets sur la personnalisation dans le marketing, le scoring, etc. Là, on va plus loin puisque finalement, cette nouvelle technologie rend mature la perspective de parler avec le langage humain.
et donc finalement rapproche la machine de l'humain. Ça peut faire peur à certains égards, mais si on regarde l'aspect positif de la chose, ça veut dire que du coup, par rapport à tout ce qu'on se dit en matière de bonnes pratiques UX/UI, finalement, dans ce prolongement-là, on va pouvoir encore plus fragmenter l'expérience, la personnaliser et prendre des bouts finalement de parcours pour du coup, en fonction des supports, en fonction effectivement des niveaux d'accessibilité de ces supports auprès de personnes voilà, qui sont en situation de handicap ou qui ne le sont pas, de pouvoir aussi permettre une expérience beaucoup plus, on va dire, proche du client, plus personnalisée, plus accessible. Et je pense que du coup, effectivement, l'IA a encore de beaux jours, l'IA générative a encore de beaux jours devant elle, avec effectivement, du coup, sans doute un risque que ces conversations, ces capacités conversationnelles prennent le pas progressivement sur un écran. Un écran qui aujourd'hui a ses contraintes, hein, puisque ça fait voilà depuis le début d'Internet, on voit bien, et c'est d'ailleurs l'exemple de ce webinaire en dit long, puisque du coup on voit bien que on en fait une science, hein, on en fait des méthodos, des process. C'est quand même, il y a tout une méthode pour pouvoir fournir un écran qui convienne. Là, je pense que l'IA générative peut rebattre les cartes à horizon 5-10 ans, voire même avant. Et donc, il faut absolument regarder ce qui va se passer. Je pense que voilà, donc, côté États-Unis, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses encore qui vont se passer l'année prochaine. Et donc, voilà, je pense qu'il faut regarder ça avec attention. Merci beaucoup, Alexandra. Oui, je vais aller vite si on veut laisser du temps pour les questions. Du coup, moi, je vais peut-être me projeter moins loin que, voilà, dans un court terme, peut-être ce qu'on voit, nous, peut-être 2 points côté Léo Care. Pour nous, le futur de l'expérience client, enfin, assez court terme, c'est vraiment, on souhaite mettre l'autonomie au centre vraiment de tout, l'autonomie client. Et 2, on visualise aussi finalement l'anticipation et l'hyperpersonnalisation. C'est-à-dire, on va tenter d'anticiper les besoins de nos clients, de détecter des changements de vie, de détecter des intentions, soit de résiliation, soit de changement de vie, de détecter des intentions, même de détecter des émotions. Ça, l'IA peut nous aider. On est en train de mettre en place une techno. Enfin, maintenant, ça se fait. L'IA peut détecter des émotions, détecter des intentions, et donc pour effectivement anticiper les besoins de nos clients. Et hyper-personnalisation, comme le disaient Françoise et Alexandra, voilà, essayer de cibler au mieux les besoins de nos clients. Donc voilà, autonomie au centre, anticiper et hyper-personnalisation. Très intéressant. Merci beaucoup pour ces éléments que vous avez partagés. Je vous propose qu'on se tourne un peu vers le chat. Il y a eu des questions très intéressantes qui ont été posées. Notamment, alors Valentin qui nous demande comment peut-on mesurer la performance et le ROI d'un parcours ou d'un produit? Est-ce que vous avez des KPI à partager que vous suivez? Qui veut commencer? Oui, je peux amorcer. Alors, nous, effectivement, on va dire, on distribue nos offres et services dans un modèle B2B2C. Donc, on a bien évidemment en tête que les services complémentaires à, par exemple, des produits d'assurance que l'on peut fournir soit utilisés. Donc, c'est vraiment aussi un KPI qu'on regarde, le taux d'utilisation de ces différents services qu'on plug en fait sur nos plateformes. Donc ça, c'est effectivement par un tracking spécifique et un reporting à la fois avec nos partenaires externes et en interne sur l'utilisation de nos plateformes. Et puis, je dirais aussi, on a un autre KPI. Alors bon, il y en a beaucoup d'autres en termes de ROI, mais un autre KPI que l'on regarde, qui est très lié justement à l'utilisation de ces services, c'est finalement le nombre d'actifs customers que nous avons sur nos différentes verticales. Voilà, donc là, qui mesure aussi dans une certaine mesure l'engagement du client.
Et c'est vraiment ça qu'on cherche aussi à favoriser. C'est la raison pour laquelle on apporte ces services complémentaires. Hein. C'est pour enrichir l'expérience d'une assurance pour un client. Donc, cette notion d'active customer est quelque chose qu'on suit avec beaucoup d'attention. Très bien. Donc, le taux d'utilisation, taux d'utilisateurs actifs également. D'accord, très intéressant. Et Alexandra et Françoise, pour la partie un peu plus direct to consumer, est-ce que il y a d'autres KPI que vous suivez? Nous, on a vas-y. Non, vas-y. Nous, du coup, de manière d'ailleurs plus globale, on a mis en place des OKR chez nous. Donc, on a des grands objectifs, par exemple, sur l'acquisition, sur la fidélisation. Et par exemple, donc dans l'acquisition, nous, le KPI clé qu'on regarde, c'est le taux de conversion, vraiment. Mais après, quand on est sur des parcours plus d'expérience client, une fois que tu es client, on va regarder d'autres indicateurs comme le temps, la rétention, la lifetime value. On va regarder aussi tout ce qui est lié au nombre d'interactions par dossier de notre service client pour essayer de voir s'il diminue, puisque l'utilisateur va faire des choses plus tout seul. Donc, il y a plein d'indicateurs, mais qui vont dépendre des objectifs au final que ce qu'ils servent. Donc, voilà. Donc, il y a des objectifs acquisition plus rétention, gain de productivité. Voilà. Je répondrai un peu dans la même veine qu'Alexandra. Alors, peut-être pas exactement tous les mêmes indicateurs, mais effectivement, il y a toute la famille, effectivement, acquisition, avec effectivement des objectifs à début d'année où finalement on va finalement évaluer la contribution du digital, que ce soit finalement en achat de mots-clés payants et apport de lead, et puis après conversion de lead, ou en souscription full digital avec un taux de conversion. Et donc finalement on essaie de prédire finalement l'apport et la contribution du digital sur la distribution, et du coup on essaye de s'y tenir. Et puis sur la partie volet plutôt service et consommation ou finalement suivi des prestations, on va dire santé ou prévoyance, effectivement nos indicateurs c'est finalement des indicateurs purement digitaux sur les parcours, avec effectivement le nombre de clients actifs et le nombre d'usages, le taux d'usage, la récurrence d'usage par client. Et puis également de mettre ça au regard aussi des indicateurs en omnicanalité, où finalement on va les comparer, la dynamique donc qui est en positif ou en négatif de l'utilisation des autres canaux, notamment le recours au téléphone, le recours au mail, etc. L'idée étant bien sûr que du coup on fasse croître la partie self-care de plus en plus. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, on a encore quelques questions, notamment une question de Salma qui vous demande si vous connaissez des outils pour analyser des formulaires remplis par le client sur son compte, en l'occurrence pour des formulaires de fermeture de compte. Alors, je ne sais pas si vous en avez en tête. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 3 typologies de solutions un peu dans cet univers-là. À la fois les solutions pour collecter les feedbacks des clients, pour faire les formulaires, et ça, il y en a beaucoup. Aussi les solutions qui vont traiter de manière quantitative les réponses, et les solutions qui, au-delà de ce qui est exprimé par le client, vont essayer de regarder sur ce cas d'usage-là de la fermeture de compte, vont regarder les corrélations pour ensuite faire de l'analyse prédictive du churn. Des solutions comme en France, il y a QEmotion par exemple, Illumine Technology, Click, etc. Je ne sais pas si vous, en interne, vous utilisez ce genre de solution, si vous en avez en tête. Alors, je pourrais rebondir juste sur le premier volet, un collègue de feedback, recueil Quanti et Cali. Après, j'irai pas jusqu'à la dernière solution qu'on n'utilise pas, nous, en tout cas de notre côté. Pareil, plutôt en amont et sur la collecte, mais pas tellement sur l'analyse après intelligente des formulaires. On fait beaucoup de choses manuelles aussi. D'accord. Intéressant. Et 2 petites questions peut-être pour finir. Une question pour vous, Alexandra, côté LeoCare. Comme vous avez travaillé, là vous travaillez dans une start-up, avant vous avez travaillé dans un grand groupe. Question sur la mise en œuvre du dispositif Lean. Et est-ce que vous avez constaté, quelle différence vous pouvez faire avec l'expérience que vous avez connue dans le grand groupe en ce qui concerne le coût de la mise en œuvre du dispositif Lean?
Alors, du coup, bonjour Christophe, je salue parce qu'on a travaillé ensemble. En fait, je vais avoir du mal à comparer parce que chez AXA, j'ai pas été mise dans une situation où il a fallu mettre en place une philosophie ou une méthodologie comme le Lean. Nous, finalement, le tout chez Léo Care, en tout cas, c'est qu'on a été formés par Régis Medina, qui est assez connu sur le sujet. En fait, il y a des ambassadeurs qui ont été formés par Régis et ensuite qui eux vont diffuser la méthode qui aujourd'hui transparaît dans notre cycle finalement de travail. Par contre, on a mis en place le Lean que au Product and Tech. On n'a pas réussi encore à le mettre en place partout, ce qui serait très intéressant, je pense aussi au service client. Donc voilà, donc c'est le coût de la formation, je dirais. Et puis embarquer les équipes, bien sûr, on a mis à peu près 3 mois à embarquer là-dessus. Mais je ne sais pas si je réponds bien, au pire, en direct avec Christophe. Et autre question de Christophe sur les chatbots. On en a parlé un peu avec ChatGPT, l'IA générative. Selon vous, est-ce qu'à terme, ChatGPT ou l'IA générative au sens large pourra être intégré totalement dans des formulaires, dans des parcours de souscription, avec une souscription qui se ferait de manière conversationnelle? Est-ce que c'est... Alors, je pense qu'il y a effectivement, je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir en tête. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu tôt de pouvoir se dire que c'est vraiment possible. Je pense qu'il faut qu'on l'attende encore un peu. Plusieurs points. Le premier, c'est que du coup, cette année, on a montré qu'effectivement que ChatGPT ça fonctionne. En revanche, ChatGPT reste encore un peu un menteur à certains égards et parfois il hallucine. Donc déjà, premier point, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que en fronting client, on raconte pas n'importe quoi au client. Et donc aujourd'hui, on peut pas prendre la responsabilité de laisser, on va dire, halluciner entre guillemets le ChatGPT. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Un autre point, c'est qu'effectivement, d'un point de vue aussi régulation, etc., tout n'est pas au clair. Hein. Et puis que aussi d'un point de vue technologique, voilà, comment est-ce que voilà, toute cette connaissance, comment est-ce que tous des enjeux de data governance, etc., comment on les traite. Donc c'est un peu tôt pour dire de manière claire et que c'est une certitude. En revanche, il y a de la probabilité certaine que ce soit le cas dans quelques années, quoi. Donc parce qu'effectivement, je pense que tous les indicateurs aujourd'hui sont au vert pour dire que tendanciellement c'est possible. Après, voilà, on a eu, voilà, faut rester prudent. Hein, y a des fois des tendances qui ne décollent pas, hein, des technologies très très prometteuses sur certains points qui n'ont pas décollé, donc on peut pas non plus être aussi affirmatif pour le moment. Enfin, en tout cas, c'est mon humble avis. D'accord. Alexandra, des éléments à rajouter sur cette question? Non, je partage tout à fait l'avis de Françoise là-dessus. Alors bien évidemment, hein, cette technologie présente de nombreux avantages, évidemment en termes d'intuitivité, de familiarité aussi. Hein, vous mettiez cela en avant dans votre étude, hein, comment favoriser cette connexion plus étroite avec le client et s'éloigner, on va dire, le plus possible de ces formulaires un petit peu rébarbatifs. Bon, c'est très séduisant, mais voilà, il faut être prudent, il faut voir comment cette technologie évolue et quelles seraient les contraintes aussi réglementaires pour nous, assureurs et assisteurs. Voilà, donc on regarde de près, on teste des choses aussi, on voit comment on peut améliorer voilà toute cette partie IA et intégration de scénarii d'IA dans nos expériences, avec beaucoup de prudence, mais voilà, avec beaucoup d'ouverture également. Parfait, ben merci beaucoup pour tous ces éléments que vous avez abordés durant ce webinaire. Bon, il y a encore des questions qui arrivent, malheureusement on n'aura pas le temps de toutes les prendre, mais on va essayer de vous répondre en asynchrone et avec plaisir pour poursuivre l'échange pour les personnes qui n'ont éventuellement pas eu de réponse à leurs questions. En tout cas, mesdames, je vous remercie pour ce partage d'expérience, ce partage de bonnes pratiques. Je pense que l'une d'entre vous va avoir le mot de la fin. En tout cas, un grand merci pour l'organisation de cette table ronde et merci Françoise, Alexandra et Mansour. Avec plaisir. Et merci beaucoup aux spectateurs. Merci à tous.
Bonne journée à tous. Au revoir. Et au revoir. Bonne journée.